Bonjour tout le monde, les amis de Serge et autres, les amis des geeks. Je vais vous parler aujourd'hui de The Mandalorian, qui vient de passer sur Disney+. Il y a pas mal de choses à en dire. D'abord, contrairement donc, à ce qu'on pense, c'est une série qui va bel et bien révolutionner l'art du cinéma, la manière de faire des films, la manière de faire des séries télé. À cause d'une chose très précise qui est le stagecraft. C'est-à-dire que tous les environnements, tous les décors que l'on voit, donc, qui est le monde de Star Wars, il n'y a rien de construit. Tout n'est que de l'illusion, oui, bien sûr. Tout n'est que du décor rendu en temps réel, projeté, en fait non diffusé, sur d'énormes écrans LED tout autour des personnages qui jouent et tout de même certaines choses qui sont construites comme des moitiés de vaisseaux, des moitiés de bestiaux, et donc tous les personnages et leurs costumes, en fait, ils évoluent tous à chaque fois dans des environnements calculés et rendus en temps réel sur le plateau pendant le tournage. C'est-à-dire que la caméra filme le décor qui est calculé en temps réel et dimensionné en parallaxe avec le mouvement des caméras. Donc à chaque fois que la caméra bouge, à chaque fois qu'un personnage bouge, le décor derrière, donc calculé en temps réel, bouge aussi. C'est exactement l'effet que l'équipe de Tom Cruise a réalisé dans Mission Impossible Ghost Protocol, lorsqu'ils ont besoin d'avancer en secret dans un couloir. Ils calculent le décor en temps réel de manière à ce que le garde ne voit rien en fait, et tout bouge selon sa position, la position de ses yeux. Bon, bah, c'est exactement le même système que l'équipe technique de The Mandalorian a créé donc sur le plateau de cette série, et c'est révolutionnaire. C'est tellement efficace qu'il y a cette histoire qui est racontée par Kathleen Kennedy et Jon Favreau, il y a un exécutif des studios Disney qui est venu sur le plateau pour voir ce qui se passe, c'est le rôle des exécutifs des studios, il a commencé à engueuler Jon Favreau en lui disant mais combien t'as dépensé, je pensais que tu construirais rien. Et Jon Favreau, ben, il a éteint les écrans, et il dit bah non mais j'ai rien construit, regarde. Voilà, ça a bluffé un exécutif des studios qui pensait qu'il était devant un vrai décor de cinéma construit en dur. Ça a aussi impressionné Werner Herzog, qui est ce très grand cinéaste qui a fait Fitzcarraldo, Aguirre, voilà, un cinéaste fou furieux. Il faut voir ce que c'est que Fitzcarraldo. Même Werner Herzog a été impressionné par ça. Je veux dire, au départ, il a joué, il l'a dit, il a avoué, il n'y a rien de honteux là-dedans. Il a joué dans cette série, dans le rôle du client, donc de celui qui donne les ordres, qui demande à Din Djarin, le bounty hunter, le chasseur de primes, d'aller chercher le bébé. Donc voilà, Werner Herzog, donc c'est le client, il n'a pas d'autre nom, on peut l'appeler Werner Herzog. Il a été aussi bluffé, c'est-à-dire qu'il n'était là donc que pour le fric, quoi, pour financer son propre projet. On verra le film qu'il va faire, ben, on sait qu'il aura été financé par ce avec quoi il était payé pour jouer dans cette série, et ben ça l'a malgré tout vraiment impressionné. C'est-à-dire que c'est du cinéma à son meilleur, c'est ce qu'a dit Werner Herzog. Il y a aussi autre chose qui s'est passé, donc le baby Yoda. Les techniciens ont fait plusieurs tests, comme d'habitude avec Yoda. D'habitude c'est une poupée animée par Frank Oz, et donc ils ont commencé certains plans, quoi, donc, avec la poupée Yoda. Puis au bout d'un moment, les techniciens qui ont commencé à dire bon ben on va pouvoir la remplacer par des images de synthèse. Werner Herzog les a engueulés, les a traités de lâches,
Et elle leur a dit, mais non, 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 cette marionnette, elle est magnifique, on a absolument besoin d'elle sur le tournage, c'est une présence physique, il faut continuer avec elle. Euh, Malgré tout, il a donné le ton. Et donc, il y a bel et bien beaucoup, beaucoup de plans dans lesquels c'est réellement une marionnette. Donc voilà, la première chose qu'il y a à dire sur The Mandalorian, c'est sa mise en scène et sa mise en scène technologique, quoi, est réellement révolutionnaire. Jon Favreau le dit lui-même, ça peut révolutionner vraiment le cinéma, la manière de tourner directement les films. Maintenant, il y a d'autres petites choses à dire sur The Mandalorian. D'abord, les quelques références que moi j'aime bien, hein, parce que on est dans le monde de Star Wars. Ça se passe 6 ans après le retour du Jedi, et donc 5 ans avant la naissance de Rey Palpatine Skywalker. C'est pour situer un peu. Donc, on est directement dans la suite logique du retour du Jedi, et donc on a des références. Finalement, il y a du visuel hein, qui est là, mais on a des références directes à ça. Le Boba Fett qui n'est pas un Boba Fett, donc hein, tout le monde l'aura reconnu. Il y a quelques bestiaux, quelques extraterrestres, on va dire, qui sont issus du retour du Jedi, c'est-à-dire c'était des bounty hunters, on les voit surtout autour de Jabba the Hutt, et on voit les mêmes races d'extraterrestres évoluer dans le monde de The Mandalorian. Il y a ce personnage joué par Nick Nolte, joué par Nick Nolte, c'est-à-dire qui prête sa voix, maintenant c'est pas Nick Nolte, mais qui joue un Ugnaught, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors c'est pas Nick Nolte, mais on reconnaît quand même le visage de Nick Nolte derrière le Gnaut. C'est méchant, c'est pas méchant, mais c'est que vraiment ils ont reproduit quand même son visage dans le Gnaut pour qu'on reconnaisse un petit peu Nick Nolte, mais de toute façon c'est Nick Nolte qui prête sa voix. Donc les Ugnaughts, on les voit dans l'Empire contre-attaque. Ils sont dans la cité de Bespin et c'est eux qui essayent de récupérer la carcasse de Z6PO, récupérée par le Wookiee. Comment dire, il se bat pas contre les Ugnaughts, quoi, mais voilà, il leur prend des mains, quoi. Voilà, c'est ces petits personnages-là. Et donc Kuiil, joué par Nick Nolte, c'est un Ugnaught qui vient donc de l'Empire contre-attaque. Les bestiaux que chevauchent Kuiil, Cara Dune et Din Djarin, tenez-vous bien, donc c'est des espèces d'énormes montures, quoi. Voilà, on les voit dans les téléfilms L'aventure des Ewoks. Voilà, la caravane et la bataille d'Andorre là. Ce sont des bestiaux qu'on voit dans ces téléfilms-là. Il y a une autre référence. Dès le premier épisode, le Bounty Hunter, donc Din Djarin, récupère sa proie et l'emmène dans son vaisseau. Et ce type-là, il dit bon ben moi j'espérais aller au Life Day. Qui se tient sur une planète. Ce truc-là, c'est quand même assez énorme. Le Life Day, ça fait partie de l'intrigue principale du Star Wars Holiday Special de 78, appelé en France Au temps de la guerre des étoiles. C'est une sorte de comédie musicale dans laquelle on voyait Jean-Marc Hamill, Carrie Fisher pousser la chansonnette, et puis la mère de Chewbacca, donc les Wookiees, montrer des recettes de cuisine, tout ça, mais surtout il y a un passage qui est très très intéressant dans le truc sauvable, on va dire, dans ce truc. C'est la partie dessin animé qui est en plein milieu de la narration, qui montre l'histoire de Boba Fett. Boba Fett était un personnage qui était déjà prévu dès le premier Star Wars 77, et donc rajouté après dès la version de 1997. Mais donc qui était présent dans ce téléfilm de 1978 en tant que personnage animé. Pour rendre hommage à ce Boba Fett, donc dans le Holiday Special, le Mandalorian qu'on voit là dans cette série utilise le même fusil qu'on voit sur lui constamment. Et puis il s'en sert, hein, et c'est un fusil très destructeur. Boba Fett utilisait ce fusil donc dans ce dessin animé, partie dessin animé de Au temps de la guerre des étoiles en 78. Ils ont quand même osé faire en sorte, les auteurs ont quand même osé faire en sorte que le Holiday Special de 78, qui est un truc que George Lucas aurait bien voulu supprimer, ben pour le coup ça devient canon, voilà, tout simplement. C'est tout de même assez énorme, il faut rajouter
les Star Wars Olivier spécial de 78 et les deux téléfilms Aventure des Ewoks dans le canon Star Wars. Donc il est obligé de les voir, quoi, voilà, pour comprendre complètement le monde de The Mandalorian. Chiche. Et une autre petite référence, la production a fait appel à la Légion 501, qui est disons que ce sont des fans de Star Wars qui se sont spécialisés dans la fabrication des costumes de Stormtroopers. Ils n'en avaient pas assez, en fait, ils n'avaient pas assez de Stormtroopers, ils n'avaient pas assez de figurants pour faire des Stormtroopers dans certains épisodes, et donc ils ont fait appel aux fans de la Légion 501 pour les Stormtroopers. Je suppose que ça doit être l'épisode final dans lequel tous les personnages sont assiégés dans une maison et tous les Stormtroopers leur tirent dessus, à la manière de Butch Cassidy et le Kid. D'où donc les références quand même absolument énormes au western dans cette série. Uddy est clairement avoué, dans certaines interviews, il y a clairement un épisode qui fait référence donc au massacre final de la Horde sauvage. C'est quand même du Sam Peckinpah, je veux dire, c'est aller chercher du Sam Peckinpah pour une série space opéra western, il fallait oser, ok. Et donc il y a du Butch Cassidy et le Kid, il y a du 7 mercenaires, donc du 7 samouraïs, dans un épisode dans lequel le Mandalorian protège tout un village sur une planète contre les attaques de l'Empire, quoi. L'Empire qui est toujours là, en fait, sur certaines planètes, malgré la victoire des rebelles dans Retour de Jedi. Et puis surtout, beaucoup de références au western italien, quoi. Le Mandalorian, avant qu'on sache qu'il s'appelle Din Djarin à la fin de la saison, c'est Clint Eastwood, l'homme sans nom, quoi. J'aime beaucoup la musique, qui pour moi est très très référencée au Bon, la Beauté et le Truand. Alors certes, ce n'est absolument pas une musique à la Star Wars, quoi, mais la référence au western spaghetti est clairement avouée là, avec cette musique. Le cinéma japonais, qui a toujours été présent dans l'esprit de George Lucas dès le premier film. Donc il y a les 7 samouraïs, mais surtout un vieux film qui a été aussi une vieille histoire qui a été montrée en film dans le cinéma japonais, puis en manga dans les années 70, qui est The Lone Wolf and the Cub, qui est l'histoire d'une sorte on va dire l'histoire d'un homme qui est un homme dont le village et le clan en fait a été complètement détruit par le shogunat, il est le seul survivant avec son fils, donc The Lone Wolf and the Cub, c'est-à-dire le loup solitaire et son rejeton. Et donc ils partent, ils sont les seuls rescapés donc de la destruction de leur clan et de leur village. Et ils partent ensemble, on va dire, à la recherche de leur vengeance. En quelque sorte, c'est ça l'histoire. Moi, ça me rappelle aussi beaucoup, puisque les Star Wars ont toujours flirté avec le mythe, avec la mythologie. À la Joseph Campbell, qui a analysé ça dans le héros aux 1000 visages. On va dire que c'est quand même une histoire mythique, parce qu'elle est quand même marquante. Et puis en plus, on reste dans du Disney, mais bon, c'est du Rudyard Kipling au départ, c'est le livre de la jungle. C'est-à-dire qu'on peut aussi se dire que le baby Yoda, c'est Mowgli, qui a perdu sa famille, qui est sans famille, voilà, et qui se retrouve une famille auprès du Mandalorian, dont on comprend d'ailleurs dans son passé, on comprend petit à petit au fil des épisodes, dans des flashbacks, pourquoi il s'attache à l'enfant qu'il devait tuer. On est aussi presque dans du Blanche-Neige d'ailleurs, le chasseur qui est envoyé pour tuer Blanche-Neige, mais qui n'y arrive pas et qui revient auprès de la reine sorcière avec un cœur qui n'est pas celui de Blanche-Neige. On est aussi dans cette
dans ce type de mythe-là, qui est très disneyen en même temps, qui avait déjà été récupéré par Disney depuis longtemps. Voilà, c'est en même temps du George Lucas et du Disney. Pourquoi? Parce que George Lucas, c'est une série qui va sûrement nous en dire beaucoup plus sur ce que c'est que la Yoda Species, puisqu'on n'a pas d'autre nom. Yoda, c'est Yoda Species. George Lucas n'a jamais voulu en dire plus sur ce que c'est que Yoda. Tout ce qu'on sait, c'est que Yoda, bon, on peut le décrire, voilà, il est tridactyle, hein, il a 3 doigts, et anisodactyle au niveau des pieds, c'est-à-dire 3 doigts et un doigt derrière. Donc c'est un oiseau, hein, c'est pas une grenouille. Parce que George Lucas, c'est lui-même qui avait dit, pour répondre à ceux qui lui demandaient ce que c'était qu'un Yoda, c'est le fils de Kermit la grenouille et de Piggy la cochonne, quoi. Donc c'est une sorte de grenouille. Non, pas du tout, ça a beaucoup plus à voir avec un oiseau, tel qu'il est. Enfin bon, on sait très bien comment Yoda a été créé, quel visuel ils ont utilisé. Mais on pense qu'avec cette série, on peut penser qu'on va en apprendre enfin un peu plus sur qui est Yoda et d'où il vient. D'où certaines théories qui sont quand même sacrément intéressantes, qu'on peut commencer à se dire autour de ce personnage-là. Donc est-ce que Yoda, puisqu'on voit le couple dans La Menace Fantôme, Yaddle et Yoda, Yaddle c'est la femme de Yoda, on n'en sait vraiment pas plus, hein, mais c'est une Yoda femme. Oui, en l'occurrence, le bébé Yoda, c'est un garçon. Il est très, très clairement nommé comme étant un garçon dans la série. Okay. Est-ce que Yoda et Yaddle ont copulé, sachant que Baby Yoda, on l'apprend à 50 ans. Hein, les Yoda Species vivent très longtemps, hein, 900 ans pour Yoda, et on sait que Yaddle a vécu à peu près 500 ans. Ça veut dire que ce Baby Yoda serait né à peu près une dizaine d'années avant les événements de La Menace Fantôme. Est-ce que Yoda et Yaddle ont copulé et ont créé cet enfant donc illégitime, hein, parce que c'est quand même des membres du High Council Jedi. Beaucoup pensent que c'est pas probable, moi je dis que ça se tient. Anakin et Amidala ont eu 2 enfants illégitimes qui ont été cachés par Yoda. On peut légitimement se dire que Yoda a déjà vécu ça avec son propre fils qu'il a eu avec Yaddle en cachette, qu'il aurait caché, et que donc on retrouve, pas longtemps après la mort de Yoda finalement, protégé par ce Mandalorian. Franchement, moi je dis pourquoi pas. Mais il y a d'autres indices dans la série. On a ce scientifique qui s'occupe donc du baby Yoda, et clairement le Mandalorian sauve le baby Yoda des griffes de ce scientifique. Ce scientifique, on le voit, arbore les symboles de Kamino. Kamino, c'est la planète dans laquelle il fabrique des clones, qui est visitée par Ben Kenobi dans l'attaque des clones. Pourquoi Yoda aurait été cloné et par qui? Alors, maintenant que les Star Wars sont finis, est-ce qu'il y a l'ombre de Palpatine déjà derrière ce baby Yoda? Est-ce que ce baby Yoda ne fait pas partie des expériences d'apprenti sorcier, on va dire, de Palpatine très très tôt, quoi. Sheev Palpatine, au temps où il était Sheev Palpatine avant de devenir Pol Pot, enfin le Darth Sidious, quoi. Enfin, il a toujours été Darth Sidious, mais peu importe, c'est un autre sujet. Donc, est-ce que Baby Yoda est un clone de Yoda? Ce qui pose encore beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est que ce client, là, donc Werner Herzog, qu'est-ce qu'il en sait? Et donc, on peut commencer à se dire, à deviner ce que va être la 2e saison. Donc là, on fait un peu de prospection. Quelles sont les probabilités? On a quand même ce personnage de Mas Kanata, qu'on voit dès le réveil de la Force, qui en sait beaucoup, mais qui est une sorte de bibliothèque vivante, qui donc peut être consultée par le Mandalorian. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que le Mandalorian, que Din Djarin va aller consulter Mas Kanata pour savoir ce qu'il peut faire avec ce bébé Yoda, quoi. Voilà. Où est-ce qu'il faut le ramener? C'est quoi sa planète? À la limite, Din Djarin ne connaît pas la planète d'Agoba, qui n'est pas forcément la planète des Yoda. C'est juste la planète dans laquelle est mort Yoda. Bon. Il y a quand même une autre chose absolument énorme dans le dernier épisode. C'est le Moff Gideon, joué par Giancarlo Esposito, qui
qui on le voit dans les dernières images, est le possesseur du sabre laser noir. Ce sabre laser noir, à condition d'avoir suivi un petit peu tout ce qui se passe dans les séries Clone Wars et Star Wars Rebels, le sabre laser noir, c'est une fabrication du premier Mandalorian, et c'est le premier Mandalorian et le détenteur du possesseur donc, de ce sabre laser noir. Ce sabre laser noir, c'est une sorte de relique pour les Mandalorians. Ils en ont été dépossédés. Les personnages qui ont récupéré le sabre et puis qui l'ont de nouveau perdu, ce sabre noir, sabre laser noir, a toujours été un enjeu en fait de pouvoir une relique récupérée par l'Empire, récupérée par les Mandalorians, voilà. On le retrouve entre les mains de ce Moff, qui est donc un impérial. On peut deviner que cela sera un enjeu dramatique dans la deuxième saison. C'est-à-dire que le Mandalorian, il va sûrement il va tiquer quand il va savoir que ce Moff-là a entre les mains le sabre des Mandalorians. Mais il est prévu d'ailleurs des combats au sabre laser. Alors le Mandalorian, là, Din Djarin n'a pas de sabre laser. Est-ce qu'on peut envisager le retour de Luke Skywalker ou de Carrie Fisher, donc technologiquement rajeuni, sachant qu'il y a déjà un sosie de Mark Hamill qui existe en la personne de Sebastian Stan, hein, beaucoup l'ont remarqué depuis longtemps. Est-ce que Luke Skywalker peut revenir? Là, on sait qu'il existe, il n'est pas encore... normalement, là, il est en train de s'entraîner avec sa sœur. Voilà, d'entraîner sa sœur, plutôt. Voilà. Donc, on sait qu'il est présent, Luke Skywalker, et il peut très bien débarquer, pourquoi pas, franchement, dans la deuxième saison. Encore une autre théorie qui, quand même, je trouve assez énorme, parce que ça a été balancé comme ça, comme un truc anecdotique. J'ai dit tout à l'heure que le visage de Nick Nolte était reconnaissable derrière le Gnote dès le premier épisode. Il faut savoir que le personnage de Cara Dune, qui est un personnage qui a fait partie de la bataille d'Andorre, hein, donc c'est un personnage que Din Djarin rencontre, et comment dire, avant que cette actrice-là soit castée, le visage de ce personnage a été fait sur le visage de Rey. Comme je dis, on est quand même quelques années avant la naissance de Rey. Est-ce qu'on peut imaginer que Cara Dune serait carrément la mère de Rey, Palpatine, Skywalker? Si c'est le cas, là on est très clairement, encore une fois, dans une série qui va nous dire petit à petit que le grand méchant c'est Palpatine. Bon voilà, ce sont les théories qu'on peut se dire, qu'on peut deviner de manière très très légitime avec toutes les indices qu'on a dans cette petite série qui n'est finalement pas qu'une petite série. Voilà. Il y a quand même des choses absolument énormes qui nous sont dites dans ces 8 épisodes. Est-ce que ce sera raccord avec la nouvelle trilogie, avec l'ancienne trilogie? Pour l'instant, ça l'est. C'est vrai que c'est dur, il ne faudrait pas qu'ils aillent trop loin. Mais on peut aussi noter une dernière chose, que dans un épisode donc, de Mandalorian, on voit Baby Yoda qui guérit, qui soigne une blessure grave. Cet épisode-là, il faut savoir, comme je l'avais déjà annoncé dans le débat que j'avais fait avec Serge, cet épisode-là a été diffusé un jour ou deux avant la sortie au cinéma du dernier épisode de Star Wars. Pour bien marquer le coup sur le fait que cet épisode-là est important et que Mandalorian, cette série, est finalement importante et très canon dans le monde du temps de la guerre des étoiles. Voilà, j'en ai fini pour l'instant avec The Mandalorian et puis on verra pour la deuxième saison ce qui va se passer. Voilà. À bientôt avec Serge.